enchaîner sur la table ronde. On a eu ce matin plusieurs illustrations des usages et de l'utilisation des données financières. On va enchaîner avec finalement le point, je ne vais pas dire le plus important, mais savoir ce qui finalement va être fait de ces données. Et est-ce que, avec le titre que l'on a choisi, assez ambitieux, savoir si l'ouverture des données est un levier de transformation de la société, ça paraît peut-être à la fois démesurément ambitieux et à la fois réaliste, parce qu'on assiste, et on l'a vu ce matin, à une véritable transformation de cet accès aux données et de l'avenir de cet usage des données. Et donc, on a choisi, et je les remercie, de partager les points de vue en ayant la présence ici de Jean-Marc Figuet, qui est professeur d'économie à l'Université de Bordeaux et qui participe déjà à Profil DataVis. On a déjà échangé et on a déjà évoqué plusieurs points et qui va nous présenter un peu sa vision de cette question sur le levier des transformations de la société. Je remercie aussi Céline Husson, qui est maître de conférence à l'Université Picardie-Jules Verne et qui a accepté aussi, gageur, de nous parler un peu de la démocratie et ses aspects en lien avec les données. Et je sais qu'elle peut le faire et dans un délai particulièrement réduit en plus. Et donc, je lui donnerai ensuite la parole. Et je remercie aussi François Ecal, que l'on connaît tous ici et que les spécialistes de finance connaissent par l'intermédiaire de son site FIPECO, qui est dans mes favoris, que j'utilise tous les jours. Je ne suis pas le seul. Et il y a à la fois, et je voulais le dire, même si je n'ai pas le temps, je voulais le dire, qui est à la fois qui est remarquable parce qu'à la fois intéressant pour les spécialistes et pour les non-spécialistes. Ça va, pas de... C'est bon. Très bien. Je donne la parole tout de suite à Jean-Marc Figuet pour le temps qu'il... De tenir le délai des 10 minutes. Bonjour à toutes et tous. Alors, bien évidemment, je ne suis pas du tout un juriste ni un spécialiste des finances. Comme ça. Pardon. Donc, je ne suis ni juriste. Je ne suis ni juriste, ni un spécialiste des finances publiques. Je pense que là, tout le monde l'a bien entendu. Mais je suis économiste et en économie, comme vous le savez, on utilise beaucoup les données. Et je vais traiter, en fait, je vais présenter deux aspects qui me semblent importants et je pense qu'ils font écho à ce que vous avez dit ce matin. Tout d'abord, je vais parler de la qualité des données. Et puis ensuite, il y a une question qui est importante, qui est celle de l'optimalité des données. C'est-à-dire, est-ce que finalement, et c'est un débat qui se pose, je pense, pour les finances publiques, est-ce qu'il y a des ratios optimaux pour telle ou telle variable financière? Alors, l'économie, comme vous le savez, c'est une science humaine et sociale hein, qui a muté au cours, on va dire, des 40 dernières années avec un fort développement de l'utilisation des données, avec une discipline qui s'appelle l'économétrie et qui est donc la science hein, qui va permettre finalement d'utiliser les données et de faire des prévisions. Alors, ces prévisions pouvant être hein, de plus ou moins bonne qualité. Et aujourd'hui, on voit que le débat économique, hein, il se résume finalement à l'interprétation des données, uniquement au point que parfois le débat théorique hein, semble un petit peu absent. Et puis, deuxième phénomène, les technologies de l'information, la multiplication en fait, des sources de données a donné naissance à une industrie de la donnée qui a des qualités, mais qui a également un certain nombre de défauts. Si je fais juste un bref rappel historique, hein, pour certains d'entre nous, hein, ça a été notre quotidien, on va dire que globalement, jusqu'aux années 80, on avait très peu de données et on avait des données avec une très faible fréquence hein, qui étaient collectées essentiellement par des institutions publiques et qui ne traitaient que de quelques variables, des variables, disons, macroéconomiques. Et ces données, elles servaient uniquement à constater une situation. La mondialisation, c'est-à-dire au début des années 80,
la mondialisation, vous savez, c'est en fait, on est obligé dans le cadre de la mondialisation de comparer. Donc la comparaison des prix, par exemple, hein, a donné naissance finalement à l'émergence de prestataires privés qui ont multiplié en fait la collecte de données. C'est le cas, j'ai pris le cas des marchés financiers, hein, parce que c'est le cas qui est le plus connu. On a uniquement des prestataires privés aujourd'hui qui collectent de la donnée, qui créent des indices, et à partir de ces indices, eh bien, on crée des portefeuilles, et puis les gestionnaires comparent leurs performances propres par rapport à celles d'un indice. Et donc là, il y a déjà une première mutation, c'est-à-dire qu'on passe de données qui sont de faible fréquence et de nature macroéconomique à des données microéconomiques qui sont à fréquence élevée et de plus en plus élevée aujourd'hui. Il y a un deuxième passage, hein, c'est qu'on passe de données qui étaient gratuites à des données payantes, avec, toujours pareil, hein, je montrais, j'espère tout à l'heure, une espèce d'incertitude sur la qualité des données qu'on achète. Bien évidemment, se pose à ce moment-là la question de la sincérité des données, puisque ce n'est pas parce qu'on produit beaucoup de données que les données qui sont produites sont sincères. Alors, il y a beaucoup d'exemples, hein, qui montrent, alors si je prenais le cas des finances publiques, on a un exemple absolument merveilleux avec la Grèce, hein, qui a réussi à masquer en fait des déficits publics, a priori à des contrôleurs qui étaient expérimentés. Bon, dans le domaine financier, vous savez, par exemple, hein, il y a le cas du Libor, c'est-à-dire qu'il y a une manipulation en fait des taux d'intérêt par des banques de manière en fait à s'auto-protéger. Et la difficulté, c'est que pour qu'on s'aperçoive que finalement il y avait manipulation des données, il a fallu qu'il y ait une des banques là qui participe à la fixation de ce taux qui disent non, finalement c'est jamais le bon taux. Donc la question aujourd'hui de la sincérité des données, c'est une question, hein, qui se pose, parce que finalement il faut savoir ce que l'on mesure et comment ensuite on le mesure. Aujourd'hui encore, il me semble qu'il y a une dernière évolution, c'est-à-dire que j'ai dit l'univers est donné parce que dès lors qu'on va sur Internet, eh bien, on collecte nos données et ces données, on va les utiliser. Et la crise sanitaire, par exemple, a montré qu'on pouvait tout mesurer, hein. Je vais sur le site d'Amazon et je vais récupérer les données infrajournalières de gens qui achètent des téléviseurs coréens. Et donc, je peux en déduire un certain nombre d'éléments sur le comportement de consommation ou la façon dont les gens, finalement, s'accommodent de la crise sanitaire. Donc, il y a des phénomènes aujourd'hui qui se produisent, hein, c'est ce qu'on appelle le big data, c'est-à-dire qu'on a, alors vous parliez de quelques milliers de données, alors en économie, maintenant, on travaille avec des millions de données, des données infrajournalières, donc avec une fréquence très, très élevée, et puis on utilise des algorithmes, hein, qui sont dits intelligents, c'est le machine learning, qui permet en permanence, en fait, de modifier les prévisions. Alors avec, finalement, au résultat, parce que la question, c'est toujours le résultat, est-ce que derrière la complexité des méthodes, hein, l'économétrie, c'est une science qui est extrêmement complexe. L'un d'entre vous, je crois le professeur Leroy, parlait de la moyenne. Par exemple, la moyenne en économie n'est plus du tout utilisée parce que la moyenne, c'est un indicateur qui est considéré comme frustre. Donc, on va aller chercher des indicateurs qui sont beaucoup plus sensibles pour mesurer une question en particulier. Alors, j'ai pris un exemple très simple. Là, vous voyez, les prévisions du PIB pour la France en 2022. Donc, on utilise tous les mêmes données et on aboutit tous à des prévisions qui sont différentes. Sauf que la différence, là, vous voyez, se pose en termes de finances publiques parce qu'un écart de 0,1% de PIB, c'est quelques millions de moins d'impôts qui se traduisent donc par un déficit budgétaire qui est de plus en plus important. Donc, ce n'est pas parce qu'on a beaucoup de données que finalement, on va améliorer la qualité de la prévision. Alors, un exemple sans doute encore plus parlant, aujourd'hui, on est dans l'ère, hein, de la transition climatique, et donc ce que l'on cherche à collecter, ce sont des données extra-financières. Alors, les données financières, on sait faire, finalement, sous réserve de sincérité, mais les données extra-financières, vous voyez, c'est des données qualitatives, donc il y a une forme d'orthogonalité, entre des données qualitatives et des données quantitatives. Et donc, il y a des critères qui sont apparus, les fameux critères ESG, et donc la question est de savoir, est-ce que ces critères ESG, ils renvoient la même information? Il y a un papier extrêmement important qui vient de sortir et qui donc a pris un ensemble d'entreprises qui ont été évaluées au travers des fameux 6 critères ESG qui sont les plus connus. Normalement,
si je devais regarder mon graphique, je devrais avoir qu'un point. D'accord? Puis ça veut dire que tous les 6 critères renvoient la même information sur la situation d'une entreprise. Alors là, vous voyez bien que j'ai un nuage de points, ce qui indique que donc, on a cruellement un problème d'évaluation. Et donc, ce n'est pas la multiplication des données qui va faire la qualité encore de la prévision. Je vais essayer d'aller un petit peu plus vite, peut-être. Donc, cette question-là, hein, c'est une question qui est absolument cruciale sur cette question de la qualité. Reste à savoir ensuite, c'est sans doute quelque chose qui intéresse plus les finances publiques, quelle est la valeur optimale. D'accord? Donc, la valeur optimale, j'ai pris un tout petit exemple qui nous parle tous, je pense, c'est l'inflation. L'inflation, vous savez que c'est un phénomène qui avait totalement disparu jusqu'à la crise sanitaire et qui est réapparu, hein, d'une part avec la crise et puis aujourd'hui, hein, avec la guerre en Ukraine. Donc, dans la zone euro, le taux d'inflation optimal, d'accord, c'est 2%. La question, c'est de savoir d'où sort ce 2%. Est-ce que c'est le fruit d'une décision économique extrêmement complexe et rationnelle ou est-ce que c'est un point de vue? Bon, la réponse est connue, c'est un point de vue, puisque en économie, on ne peut pas définir un taux d'inflation optimal. Le taux d'inflation, il dépend de plein de choses et il n'est pas constant dans le temps. Par exemple, un taux d'inflation de 5%, comme nous le connaissons aujourd'hui, n'est pas un taux d'inflation qui est inquiétant. Parce qu'il correspond à un ensemble de paramètres et que sous ces paramètres, eh bien, le taux d'inflation qui apparaît, c'est 5%. Donc l'inflation, vous savez qu'on en parle beaucoup. Je vous rappelle que pour éventuellement certains d'entre vous qui ne le savent pas, c'est un indicateur qui est extrêmement partiel du niveau général des prix et finalement de notre niveau de vie, de notre pouvoir d'achat. Par exemple, dans l'inflation, on n'introduit pas les prix de l'immobilier. D'accord? Est-ce que le prix de l'immobilier, ça pèse dans notre budget? Et donc, est-ce que ça pèse sur le pouvoir d'achat? Je vous ai pris un petit graphique tout simple, hein, vous voyez, les prix de l'immobilier en France ont été multipliés par 3. Alors, si vous étiez à Bordeaux, ça aurait été multiplié par 5, hein, on va dire. Pour autant, alors moi je suis à l'université depuis à peu près cette époque-là, là, depuis le début du graphique, mon salaire n'a pas été multiplié du même montant que l'évolution du prix du mètre carré. D'accord? Et je vois donc que si je prends la partie gauche, je vois que le poids de l'immobilier, vous voyez, en plus, il est fonction de mon niveau de revenu. Vous voyez? Alors, si je mettais ça avec la moyenne, ça écraserait tout ça. Si je distingue avec des quintiles, c'est-à-dire 20% par 20%, je vois que plus je suis pauvre, plus ça pèse, plus je suis riche, moins ça pèse. Et donc, tout ça, forcément, a un impact sur mon pouvoir d'achat. Bon, l'inflation en elle-même, vous voyez que donc sous les réserves que j'ai données précédemment, vous voyez que j'ai pris un petit graphique, hein, sur, on va dire, les 10 dernières années. Donc, on a toute une phase, hein, où il n'y a pas d'inflation, d'accord? Et puis, à partir, on va dire, de la fin 2021, on a ce réveil brutal de l'inflation et le chiffre qui est sorti hier, hein, c'est 5,2% sur 1. Donc là, on va voir finalement quelle doit être, à partir de l'utilisation de ces données, la réaction de politique économique. Si la BCE a un objectif de 2%, ben la seule solution pour la BCE, c'est d'augmenter ses taux d'intérêt. Et c'est son seul instrument. Bon, donc ça veut dire que je vais augmenter le prix de l'argent, je vais resserrer le marché du crédit, je vais faire baisser les prix de l'immobilier, et donc je vais en fait un peu compliquer la situation sur le marché du travail. Alors, est-ce que finalement, utiliser cet outil de politique économique, c'est le bon instrument? Ben, la réponse est non, parce que les causes de l'inflation, elles ne sont pas internes, elles sont purement externes, d'accord? C'est pas parce qu'on va augmenter les taux d'intérêt qu'on va produire plus de blé en France. C'est pas parce qu'on va augmenter les taux d'intérêt qu'on va avoir plus de pétrole. Donc, ce qui veut dire que si j'utilise la donnée comme le seul guide de politique économique, eh bien, je peux prendre des décisions qui sont totalement erronées. Au cas particulier, vous voyez que si j'augmente, si la BCE, ce qu'elle va faire, elle va augmenter ses taux d'intérêt, elle ne va pas nécessairement réduire l'inflation parce que les causes de l'inflation sont externes, mais par contre, elle va aggraver les inégalités au sein du pays, puisque les premiers qui vont être affectés par l'augmentation, ben, c'est les plus pauvres d'une part, et puis un deuxième point, c'est que si j'augmente les taux d'intérêt,
eh bien, je dissuade les investissements de se diriger vers, par exemple, la transition climatique. Donc, on voit que, et je terminerai par là parce que j'ai pratiquement pas débordé pour un économiste, je vois que donc, effectivement, la donnée est nécessaire, hein, c'est une espèce de phare, mais pour autant, ce n'est qu'un élément de la décision politique, parce que si je considère la donnée comme facteur unique de décision politique, nécessairement, je vais commettre des erreurs. Voilà, je vous remercie. Merci Jean-Marc d'être effectivement resté à la fois dans le timing et surtout de nous avoir éclairé sur la question d'actualité sur l'inflation. Vous ne connaissez pas grand-chose, j'ai appris beaucoup de choses, ne serait-ce que sur les composantes de l'inflation. Et c'est vrai qu'on retrouve cette question là aussi très prégnante de savoir comment, lorsqu'on fait bouger un levier, quelles conséquences, effet papillon en quelque sorte, pour l'ensemble des dispositifs, et on connaît bien ça en finances publiques et en finances locales notamment. On l'a vu sur les réformes de la fiscalité économique et tous les effets pervers que ça avait pu conduire. Donc merci pour cet éclairage. Je passe immédiatement la parole sans plus de transition à Céline Husson qui va également faire œuvre de concision, et je la remercie déjà par avance sur intervention. Pas de pression. Merci beaucoup Alain pour cette invitation. Alors tu l'as dit, voilà, tu nous as invités à travailler sur l'ouverture des données financières locales comme levier de transformation de la société en attirant mon attention sur la démocratie. Tu voulais que je me penche sur cette question-là. Alors j'ai choisi de me poser la question des finances publiques comme res publica, puisqu'il m'a semblé qu'en termes d'ouverture des données, on était vraiment dans ça. Qu'est-ce que c'est que la chose publique? À quoi est-ce qu'on a accès? Pourquoi faire? Et qu'est-ce qu'on en fait en définitive, et qu'est-ce que ça nous apprend sur nous? Alors bien sûr, en 10 minutes, il est hors de question que j'essaye de faire tout ça. J'ai déjà tenté péniblement de le faire pour la contribution écrite, donc vous le lirez, je vais aller à l'essentiel. Mais pour me poser cette question-là, je suis partie des mots, du mot données publiques, puisque si les mots ont un sens et les juristes les utilisent pour reconstruire le monde à leur manière, je me suis dit que ça valait quand même le coup de partir de cet élément. Et c'est pas du tout une nouveauté, c'est la manière dont on les affirme comme données publiques et ce que ça a comme conséquence qui est une nouveauté. Le fait qu'on ait besoin de données, même si on ne les appelle pas encore comme ça, pour faire fonctionner l'État, pour même qu'il existe, c'est une évidence, bien sûr. Donc, il m'a semblé d'abord que c'est le mode de production de ces données qui a entraîné leur requalification, en quelque sorte, en données publiques de toutes les informations qui sont régulièrement produites, utilisées par les services de l'État. Donc, ça nous dit, me semble-t-il, d'abord le volume gigantesque des informations auxquelles on a désormais accès, et on parle de données publiques dans cette perspective-là, je crois. Et puis, ça nous dit aussi cette explosion de la production des données, cette facilitation de leur traitement aussi, leur statut inédit, parce qu'elles sont devenues des éléments qui sont censés permettre l'amélioration de la protection des droits individuels. Les données publiques, l'accès aux données publiques, c'est un droit pour les citoyens, même si on va voir qu'en matière locale, c'est aussi un élément extrêmement important pour la gestion des collectivités elles-mêmes, et elle s'adresse bien sûr au moins autant aux collectivités qu'aux citoyens et aux entreprises. Donc ces données, elles ne sont plus considérées comme publiques au sens où elles auraient été recueillies, produites ou utilisées dans le cadre d'une mission de service public, donc en lien avec la notion d'intérêt général peut-être, mais au sens où elles sont affirmées comme accessibles à tous, ce qui à mon avis n'est pas du tout la même chose. Donc ça renvoie à une espèce de bien commun, d'où cette idée de travailler sur la res publica. Alors, je vous fais grâce de l'archéologie juridique de la notion. Disons que on voit émerger la préoccupation dans la loi de 51 sur le secret en matière de statistiques, puis dans la loi de 78 qui crée la CNIL, et dans celle du 17 juillet 78 qui porte des mesures d'amélioration des relations entre l'administration et ses usagers. Et au fil de différents méandres de la transformation publique, disons qu'on la trouve utilisée vraiment
juste avant la loi pour une République numérique de 2016 et autour de la création d'un secrétariat général pour la modernisation de l'action publique. Et j'en ai trouvé finalement une définition en creux dans l'article 1er, alinéa 1 du décret du 25 octobre 2019 relatif au système d'information et de communication de l'État et à la direction interministérielle du numérique, puisqu'on nous dit que c'est les données qui concourent aux missions des services de l'État et des organismes placés sous sa tutelle. Donc, non seulement c'est assez récent, 2019, mais en plus, ça ne nous apprend pas énormément de choses, me semble-t-il. Donc, tout ça s'inscrit dans un processus de réforme ambitieux, dont on voit que ça constitue un volet fondamental parce que c'est la nécessité de rendre l'accès plus facile qui conduit à la notion de données publiques. Donc, l'ouverture des données publiques, elle est fondamentalement l'ouverture des données au public, ce qui, à nouveau, n'est pas exactement la même chose. Les finances publiques jouent un rôle considérable dans cet aspect-là parce qu'elles se diffractent en une multitude de données. Donc, c'est d'abord une importance en termes de volume et ça montre leur place au cœur même de l'action publique parce que dans la masse des données qui sont mises à disposition, il y a énormément de données financières ou de données associées, on va dire, et qui permettent de construire quelque chose en matière financière. Donc, en ce sens, pour moi, les finances publiques sont révélées comme res publica ici, pas seulement parce qu'elles seraient une chose publique parmi d'autres choses publiques, ou proclamait-elle, mais aussi parce qu'elles participent à ce qui fonde la communauté politique. Alors, quelle spécificité en matière de finances locales? C'est ça la question que je me suis posée tout le long. Alors, se pose la question, à mon avis, de la démocratie locale, mais aussi de la gouvernance territoriale. Et je crois que ce double aspect crée une complexité particulière parce qu'il y a une masse de données mises à disposition localement qui est encore beaucoup plus considérable que ce qui existe au niveau national et que ces données sont extrêmement diverses. On l'a entendu tout à fait dans les présentations de ce matin. Donc, elles posent de manière aiguë la question de leurs usages, Marc en a parlé, mais à mon avis, peut-être encore plus la question de leur intelligibilité. Il en a parlé aussi. Pour qu'on puisse les utiliser, il faut qu'elles soient compréhensibles. À l'état brut, elles sont pour la plupart inexploitables. À nouveau, je vous fais grâce, mais la mort dans l'âme d'une espèce d'inventaire à la Prévert que j'avais fait sur le site d'Etalab pour le comparer avec ce qu'on trouve sur le site de l'OFGL. Et évidemment, la comparaison était très, très en faveur de l'OFGL, hein, bien sûr, parce que sur le site d'Etalab, on voit des trucs qui apparaissent dans tous les sens. Et c'est vraiment, Marc l'a dit tout à l'heure, une jungle, même pour un public un peu averti. Donc, on n'ose pas imaginer à quoi ça correspond si jamais le pauvre malheureux en quête d'informations financières qui passe par là clique sur le truc et est submergé par une espèce de vague d'informations dans tous les sens, peu importe les dates, puisque tout est mis en ligne au fur et à mesure de la mise à disponibilité des données. Donc, il me semble que c'est peut-être pas la nature des données financières locales qui implique une spécificité, mais leur diversité. Alors, je ne fais qu'évoquer les différents points que j'ai développés. D'une part, le fait que l'ouverture des données financières locales fait l'objet d'une représentation doublement positive, comme enjeu démocratique et comme moyen d'améliorer la gouvernance territoriale par la gestion publique locale, grâce à une rhétorique très positive, une symbolique très positive. Tous les acteurs qui en parlent, institutionnels comme citoyens, individuels ou collectifs, voient ça comme cette ouverture qui est une démarche fondée sur la transparence, sur la sincérité, etc. Je passe sur ces aspects, qui m'amène à parler par exemple de la question des finances publiques citoyennes ou de l'éducation aux finances publiques. Et évidemment, plus cette masse d'informations est en face de nous et plus la question du rôle de l'universitaire se pose. Je vais y revenir dans une seconde. Alors, sur la spécificité des données financières locales, est-ce qu'il y a un enjeu gestionnaire particulier? Oui, sans doute, parce que l'efficacité de la gouvernance territoriale, elle concerne pas seulement les citoyens qui sont directement sous l'emprise, j'allais dire, des collectivités, mais elle passe par l'amélioration de l'ensemble. Ça concerne l'ensemble des membres de la communauté et l'évolution de la réglementation témoigne du fait que les problématiques locales ont été prises en compte
avant même la loi pour une république numérique, puisque c'est l'article 106 de la loi NOTRe de 2015 qui instaure cette obligation de transparence des données des collectivités territoriales. Donc, pour une fois, si je puis dire, l'aspect local ne passe pas après l'aspect national, mais avant, ce qui ne fait pas de mal peut-être d'être souligné. Alors, la création de la plateforme dédiée gérée par l'OFGL en complément de la plateforme ouverte des données publiques françaises et la multitude d'infos que ça rend disponible montre cet enjeu majeur, je crois, et cette complexité supplémentaire, évidemment, dans le contexte de réforme territoriale, de baisse des dotations. L'ouverture des données ne s'adresse pas seulement aux citoyens, Marc l'a dit longuement, mais aussi et d'abord aux collectivités. C'est un formidable instrument de gouvernance, peuvent savoir ce que font les autres qu'elles pour s'en inspirer ou pas. Et c'est aussi un formidable instrument de communication, puisqu'elles peuvent rendre leurs propres données publiques de différentes manières. Alors, ça méritait sans doute une approche spécifique. J'avais noté qu'on était loin de la problématique qui avait été adoptée par le Code des relations entre le public et l'administration, qui a juste absorbé les collectivités dans l'administration. Nicolas Cada a parlé d'occultation, et je trouvais que c'était intéressant de voir qu'ici, on n'est pas du tout dans cette perspective, et la mise en ligne des indicateurs principaux, etc., vise à permettre l'accès, la compréhension, l'analyse, et à faciliter les réutilisation, c'est sur le site de l'OFGL, donc dans cette perspective très pédagogique, et on voit que l'effort est fait en termes de pédagogie. Le deuxième point sur lequel je vais aller encore plus vite, parce que je pense que c'est celui qui donne nature à discussion davantage, c'est les risques. Le risque d'une instrumentalisation, je crois, à la fois par les élus locaux, qui sont soucieux d'établir qu'ils ont bien fait de choisir ce qu'ils ont choisi, par leurs services, qui sont soucieux de montrer qu'ils font bien leur travail de gestionnaire. Donc il y a à nouveau cette rhétorique. Le risque d'un obscurcissement aussi, ça j'en ai déjà parlé dans une autre contribution que Alain m'avait invité à faire sur voilà, chiffrer et déchiffrer la complexité budgétaire. Donc plus on a d'informations et plus paradoxalement notre connaissance s'éloigne potentiellement parce qu'on ne sait plus bien comment faire. Et j'ai noté que sur le site de l'OFGL, il y a seulement les éléments comptables qui s'accompagnent d'une recommandation incitant à consulter les pièces jointes qui présentent la structure du fichier, etc. Et moi, ça m'a dit beaucoup des choses sur cette exploitabilité des éléments comptables qui m'ont semblé être les plus directement exploitables d'une certaine manière, parce que ce sont ceux qui permettent de faire des comparaisons plus facilement, parce qu'ils décrivent des états financiers, comme le dit Sébastien Cotte avec Jean-Paul Milot. Donc, ce qui manque, c'est plutôt l'ordre. Et l'ordre, quelque chose qui rende le monde des finances publiques intelligible. Et ça amène à un troisième risque, à mon avis, qui est un risque, je vais dire, de confiscation, entre guillemets. Alors, tout est beaucoup plus structuré sur le site de l'OFGL, qui assure cette fonction d'expertise. Le retraitement des données améliore leur lisibilité, et la multiplication des perspectives permet de limiter fortement les biais de lecture, mais de ce fait, nous sommes soumis quand même, en tant qu'utilisateur, à la manière dont les éléments sont présentés. Donc le risque de subjectivité, il est pris en considération à plusieurs reprises. Ça revient sur le site, dans le rapport d'activité, dans l'avant-propos d'André Léniel, etc. Mais il y a un risque plus insidieux qui est celui de la transparence, parce que la transparence, ça veut dire une interface, ça implique l'absence d'homogénéité entre celui qui observe et puis ceux qui l'observent, sinon on ne parlerait pas de transparence. Donc c'est le risque de la construction de l'objet, tout simplement. La gestion des big data est un défi pour l'administration, mais la question des usages possibles des données qui sont communiquées, c'est un peu dissoute, me semble-t-il, parce que ça a cessé de faire sens. Est-ce que le fait qu'on ait les données suffit à servir à quelque chose? J'en suis pas absolument persuadée. Par contre, ce dont je suis sûre sur le plan démocratique, c'est que le développement d'une rhétorique un peu vide de sens sur le fonctionnement démocratique du truc risquerait de nous éloigner d'autant plus et d'éloigner d'autant plus les citoyens de toute possibilité de concorde. Le troisième point sur l'objectivation et l'intelligibilité, je le laisse à la discussion. En gros, il s'agit d'expliquer que l'universitaire a toute sa place là-dedans parce que c'est lui qui a les méthodes d'analyse scientifique, d'objectivation de l'ensemble, mais que sans les données qui lui sont produites par les experts de terrain,
eh ben, il ne peut pas faire grand-chose. Donc, je terminais sur l'idée de système financier au sens de Pierre Lalumière et sur les interactions qui créent son fonctionnement. C'est-à-dire, voilà. Mais vous le lirez peut-être. Pardon, c'est débordé. Merci vraiment beaucoup Céline, parce que à la fois tu as mis en lumière toute, si j'ose l'expression, l'obscurité de la question, mais ça j'en doutais pas. Et en plus, il y a une bonne nouvelle, puisque l'Observatoire des finances et de la gestion publique locale a peut-être un 5e membre qui est là, puisqu'on a vraiment une bonne approche, je plaisante bien sûr, mais on voit bien comment si on s'intéresse et si on demande à quelqu'un de s'intéresser à ces données financières, ben, nécessairement il faut se tourner vers l'OFGL. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on ne peut pas, donc c'est la source principale, cette difficulté-là. Donc c'est vrai que je retiens cette logique du système qui me paraît particulièrement intéressante dans ce maquis pour essayer d'améliorer cette accessibilité. Alors justement, pour améliorer cette accessibilité, il y a aussi un pionnier aussi de cette amélioration, François Ecal, que je remercie beaucoup d'être présent et à qui je laisse la parole. Non, ça marche automatiquement, il faut rapprocher le micro. Vous rapprochez le micro. Comme ça. Merci d'abord de m'avoir invité ce matin. Et puis, merci pour les compliments sur FIPECO, hein, bien sûr. Pour répondre à la question de la table ronde, l'ouverture des données financières locales, oui, c'est un levier potentiel de transformation de la société, mais très difficile à utiliser. Alors oui, c'est un levier potentiel de transformation parce que ça permet au moins de se poser des questions, se comparer aux autres. Pourquoi est-ce que telle collectivité a un niveau de dépenses, de recettes, d'endettement plus élevé, moins élevé que celui de telles autres collectivités? Ça permet déjà d'avoir un débat public qui ne soit pas totalement théorique, qui repose sur des bases communes. Alors, sur le site de FIPECO, vous ne trouverez pas beaucoup de comparaisons de données financières locales, parce qu'en fait, pour moi, je traite surtout les administrations publiques locales dans leur ensemble, en les situant dans l'ensemble des administrations publiques. En revanche, ce que vous trouverez sur le site, c'est beaucoup de comparaisons internationales entre pays. Et les problèmes sont un peu les mêmes. L'intérêt et les limites de ces comparaisons, de ce benchmarking, comme disent certains, ou de ce parangonnage, comme disent d'autres, l'intérêt et les limites sont un peu les mêmes. C'est de se poser des questions. Mais pour se poser des questions, encore faut-il évidemment que les données soient comparables. Alors, ce sont à la base, dans les deux cas, des données financières comptables. Sont comparables parce qu'elles sont établies en respectant des normes comptables qui sont les mêmes pour l'ensemble des collectivités locales ou qui sont les mêmes entre pays. C'est la comptabilité nationale qui est harmonisée au niveau international. Après, les normes comptables, elles ne fixent souvent que des grands principes qu'il faut parfois appliquer à des cas particuliers pour lesquels elles ne disent rien et donc pour lesquels il faut interpréter. Et il y a parfois des divergences d'interprétation, et puis au-delà même des divergences d'interprétation, il y a parfois des fraudes pures, on a parlé de la Grèce. Les pouvoirs d'Eurostat, heureusement, ont quand même été renforcés depuis l'affaire grecque. Oui, donc il y a des problèmes de comparabilité, mais franchement, je pense quand même que dans l'ensemble, on peut avoir confiance pour des tas de raisons, je veux dire, aussi bien au compte des collectivités locales que au compte des administrations publiques dans les grands pays européens ou de l'OCDE. Après, le problème suivant qui va se poser, c'est que si vous n'allez pas comparer directement les dépenses en euros ou les recettes en euros d'un village avec la ville de Bordeaux. De même que vous n'allez pas comparer directement les dépenses en euros de la France et du Portugal. Il faut tenir compte déjà pour comparer de la taille du pays.
question qui n'est pas si évidente. La solution la plus simple qui vient à l'esprit, c'est de rapporter au nombre d'habitants. D'ailleurs, sur le site de l'OFGL, il y a systématiquement des ratios par habitant. Mais une fois que vous faites ça, vous allez trouver que telle collectivité ou tel pays a des dépenses plus élevées que la moyenne des autres pays, etc. Bon, quelle conclusion en tirer? Ce n'est pas évident. Parce qu'il y a toujours deux interprétations possibles dans ce cas-là. Si ce sont des dépenses de fonctionnement liées à des services publics, etc., bon, vous pouvez dire soit ce pays ou cette collectivité a des services publics de très bonne qualité qui coûtent forcément très cher, qui sont très utiles, mais qui coûtent forcément très cher, donc c'est très bien. Autre interprétation, ce pays ou cette collectivité fait n'importe quoi. Il a des services publics qui ne sont pas meilleurs que les autres, mais qui coûtent beaucoup plus cher parce qu'il est vraiment très mal géré. Bon, entre les deux, c'est pas évident, mais au moins vous vous posez la question. Ensuite, comparer des dépenses par habitant. Alors au niveau international, moi je le fais rarement, mais je n'aime pas ça. Pour une raison qui est la suivante, c'est que quand vous faites ça, vous faites l'impasse sur les moyens disponibles pour financer ces dépenses. Ça n'a aucun sens si vous prenez par exemple une comparaison entre la France et un pays en développement, un pays d'Afrique subsaharienne, comme le Sénégal. Je suis né au Sénégal, bon, voilà. Comparer les dépenses en euros de la France et du Sénégal, ça n'a strictement aucun sens parce qu'évidemment, le Sénégal n'a pas les mêmes moyens que la France. Il ne peut pas lever le même niveau d'impôts et de prélèvements obligatoires pour avoir le même niveau de dépenses que la France. Et donc, il faut rapporter ces dépenses ou ces recettes ou ces soldes ou ces dettes, etc., à quelque chose qui représente plus ou moins bien, je dirais, une capacité à lever des ressources financières. Et l'habitude qui a été prise, pour moi, c'est la vraie justification en fait, de ces comparaisons en pourcentage du produit intérieur brut. Parce que le produit intérieur brut, c'est une approximation, je dirais, de l'assiette des prélèvements obligatoires. Alors, ce n'est pas évident comme ça, mais on peut, moi j'en vois souvent pour preuve, le fait que quand vous regardez l'évolution du produit des prélèvements obligatoires à législation inchangée, évidemment, c'est quand même très bien corrélé à l'évolution du PIB. Il y a ce que les économistes appellent une élasticité qui est quasiment égale à 1. Et donc, quelque part, ça représente quand même bien cette capacité à lever l'impôt. Donc ça, on peut le faire au niveau international. Au niveau des collectivités locales, c'est moins évident. Il y a bien des PIB régionaux, mais bon, ils ne sont pas forcément très fiables. Et puis, il n'y en a pas au niveau des départements ou des communes. Alors, il y a d'autres choses. Il y a des choses qui peuvent s'appeler le potentiel fiscal, le potentiel financier, mais qui sont quand même qui en sont très loin et qui ont, qui ont aussi pas mal d'inconvénients. Mais alors, il y a d'autres comparaisons possibles que vous pouvez faire. Plutôt que de rapporter ça à la taille des données comptables comme les dépenses, les recettes, les soldes, de rapporter ça, je dirais, au nombre d'habitants ou à un indicateur de la richesse, vous pouvez comparer des ratios financiers. Vous rapportez ça à d'autres données financières. Vous allez calculer, comparer des taux d'épargne, des capacités de désendettement, ce genre de choses. Oui, mais ça va aussi vous conduire à vous poser des questions. Est-ce qu'une collectivité locale qui a, disons, un taux d'endettement beaucoup plus élevé que d'autres, que la moyenne des collectivités de la même catégorie, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal? Est-ce que c'est parce qu'elle a fait des investissements très pertinents, très intelligents, qui seront très utiles, etc. Ou est-ce que c'est parce qu'elle a pris des risques totalement inconsidérés, qu'elle a fait vraiment n'importe quoi, qu'elle a investi dans n'importe quoi, qu'elle sera incapable de rembourser parce qu'elle est incapable de lever des ressources financières suffisantes pour rembourser, etc. Donc, il faut aller plus loin. Donc, la comparaison des données financières, l'ouverture des données financières, ça permet de se poser ce genre de questions, mais évidemment, ça ne suffit pas. Il faut aller beaucoup plus loin. Il faut aller quasiment, en théorie, il faudrait aller jusqu'à faire des évaluations de politique publique, c'est-à-dire essayer de voir quel est l'impact des dépenses, des recettes, etc., sur des tas de critères, que ce soit la santé des habitants, la sécurité, tout ce que vous voulez.
C'est l'objet de l'évaluation des politiques publiques, dont on dit à juste titre qu'elle est insuffisamment développée en France. On le dit à propos des politiques nationales, à propos des politiques locales, c'est encore plus vrai, c'est même quasi inexistant en fait. C'est pas facile. C'est pas facile l'évaluation parce que vous êtes amené à vous poser une question de base qui est la suivante: que se serait-il passé si je n'avais pas mené cette politique, si je n'avais pas engagé ces dépenses? Ce que les économistes appellent le contrefactuel. Le problème, c'est que le contrefactuel, par définition, il n'est jamais observable, puisque vous avez mené une politique, vous avez engagé une dépense, vous avez levé un impôt, donc vous ne savez pas ce qui se serait passé si vous ne l'aviez pas fait. Donc vous êtes obligé de le reconstituer, ou alors vous êtes obligé de séparer des groupes, comme on fait en chimie ou en pharmacie. Prenez un groupe de contrôle, vous prenez un autre groupe dans lequel vous appliquez votre politique, vos dépenses, etc. Mais ce n'est pas toujours simple à faire en matière économique. Donc, après, il y a des méthodes économétriques dont on a parlé qui permettent en fait finalement de reconstituer ce contrefactuel. Mais c'est toujours compliqué. Il faut le faire. Mais il ne faut pas se faire d'illusions non plus. Il y aura jamais la réponse ne sera jamais tranchée. Elle sera jamais c'est blanc ou c'est noir, c'est bon ou c'est mauvais, il fallait le faire ou il fallait pas le faire. C'est toujours beaucoup plus dans le gris. C'est pas blanc ou noir, c'est dans le gris. C'est dans certaines conditions ça marche, dans certaines conditions ça marche pas, et on ne sait pas toujours dans quelles conditions. Voilà. Donc pour revenir à la question de base, oui. C'est utile, ça permet de faire des choses, ça permet de faire des comparaisons, ça permet de se poser des questions, mais c'est pas facile, il y a encore beaucoup de travail à faire. Je salue le travail de l'OFG, je trouve que c'est très bien, notamment quand on compare à la jungle, ou moi je dis au bazar, de certains autres sites dans lesquels on a les données en vrac. On dit voilà, c'est très bien, mais il y a encore beaucoup de travail. Alors, merci beaucoup, M. Ecal, de nous avoir à la fois montré surtout les possibilités et les difficultés. Je retiendrai aussi cet élément les difficultés de comparabilité, les hésitations qu'on peut avoir dans les comparaisons qu'on peut faire. Et je retiendrai aussi dans vos propos ce que vous avez dit sur l'évaluation des politiques publiques. En France, on a cette arlésienne de l'évaluation des politiques publiques par rapport aux pays anglo-saxons, et on a quand même, il faut le dire, peut-être ici aussi un levier de cette question de l'évaluation des politiques publiques, parce que l'objectivation par la donnée peut être aussi une piste de réflexion, sachant que l'évaluation des politiques publiques, on en parlera aussi cet après-midi, c'est une mission qui va s'élargir au niveau local avec les chambres régionales des comptes demain, et donc c'est aussi une ambition particulière.